Comme je l'ai dit dans l'introduction la semaine dernière, ce séminaire est conçu pour compléter et enrichir le cours que je donne le mercredi sur les cosmopolitiques de la territorialité dans deux directions. L'une d'entre elles est, disons, philosophique et juridique, économique peut-être aussi, et vise à analyser les formes dans lesquelles la pensée européenne a conceptualisé le rapport à la Terre. Et l'autre partie vise au contraire à proposer des analyses anthropologiques de ce que j'ai appelé les collectifs analogistes, puisque c'est le thème du cours cette année, c'est-à-dire ces collectifs qui ont pour caractéristique d'être des systèmes-mondes qui incluent dans leurs composantes des humains et des non-humains répartis dans des segments complémentaires, emboîtés. Et de ce point de vue, l'Inde est un modèle de ces collectifs analogistes, en tout cas un modèle tel qu'il a été analysé par des grands indianistes. Je pense pour la période contemporaine de l'Inde contemporaine à Louis Dumont, pour la période de l'Inde védique à Charles Malamud. Mais évidemment, le système des castes est un modèle, et dans les faits, les imbrications entre collectifs de diverses natures en Inde présentent un panorama beaucoup plus complexe que ce modèle général, et c'est pourquoi j'ai demandé à Jean-Claude Gallet de venir nous parler de cette question aujourd'hui. C'est difficile de mieux choisir, si je peux dire, pour parler de cette question que Jean-Claude Gallet, qui est un des grands indianistes français, un anthropologue, élève justement de Louis Dumont, qui a travaillé dans différentes régions de l'Inde, qui a commencé dans sa thèse, si mes souvenirs sont bons, par travailler précisément sur la tenure foncière. Et donc la question du rapport à la terre joue depuis longtemps pour Jean-Claude Gallet un rôle fondamental dans les analyses qu'il mène. Jean-Claude Gallet est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, mais il a aussi enseigné à Oxford, à Leiden, dans différentes autres universités européennes, aux États-Unis aussi. C'est une des grandes figures de l'anthropologie indianiste. Je ne vais pas énumérer toutes ses publications et les galons qu'il a gagnés de droite et de gauche. Je veux simplement le remercier pour être venu aujourd'hui nous éclairer sur cette question, lui céder la parole, et je reviendrai ensuite ici pour mener la discussion. Merci Jean-Claude. Tu ne veux pas rester là? Non, si ça ne vous ennuie pas, je préférerais être debout parce que les sièges sont un peu bas. Merci beaucoup Philippe, je suis très sensible à ton invitation. Évidemment à tes compliments, simplement avec le temps, quand on a plus 20 ans, il est évident qu'on laisse des choses derrière soi, plus ou moins de notoriété, mais enfin c'est vrai que 40 ans de l'Inde, ça fabrique quelque chose malgré tout. Alors effectivement, mon exposé de ce matin, quelque part, rencontre exactement les deux axes que tu viens de rappeler, à savoir le problème du rapport à la territorialité d'un côté, et de l'autre, le rapport avec des médiateurs plus ou moins humains dans certains cycles cérémoniels. Or, il se trouve que depuis maintenant longtemps, je travaille sur deux terrains en Inde, mais essentiellement sur celui dont je vais vous parler aujourd'hui, dans l'Inde du Sud. Et mon propos général est de regarder ce qui se passe dans l'Inde la plus contemporaine, avec les institutions politiques vis-à-vis des valeurs culturelles. Je dis ça, c'est très schématique, mais vous allez voir comment. Les deux régions que j'ai choisies sont des régions qui étaient des États princiers pendant la période coloniale anglaise et qui n'ont pas été non plus soumis par la tutelle musulmane au fil des siècles moghols et des sultanats. Ce sont donc des anciens régimes, entre guillemets, qui se sont fondus brusquement après l'indépendance de 1947, dans la République fédérale et dans la démocratie. Je m'intéressais donc
à regarder l'évolution, les ruptures ou les entrecroisements de structures politiques, les premières participant d'une logique de la royauté, de la monarchie, de l'honneur, de la protection, de la soumission, à l'idéologie officielle de l'égalitarisme et de la discrimination positive qui est le fondement, en tout cas officiel, de la politique indienne d'aujourd'hui. Or, il se trouve qu'avec énormément de surprises, cette transition s'est faite sans rupture et que tout un nombre d'élites et de groupes dominants, je ne dis pas forcément castes dominantes, mais groupes dominants, ont su préserver des positions de grande dignité, soit en marchant parallèlement à l'univers démocratique des élections et des nouveaux découpages bureaucratiques et administratifs, soit en s'y opposant, avec des tas de conflits, de règlements qui se font dans les tribunaux, à la Cour suprême, etc., soit en mêlant les deux, et comme par exemple en se faisant élire comme député local alors qu'ils étaient eux-mêmes d'anciens dignitaires de la famille royale. Je passe les détails, ça n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais je pense en effet que l'exposé que je vais vous présenter, qui a une base ethnographique, c'est évident, et je n'ai pas tenu aujourd'hui devant vous à la formaliser. J'espère que chemin faisant, l'enfilement des faits va quelque part ouvrir une discussion ou susciter chez Philippe d'abord, puisque c'est à son endroit quand même que j'adresse a priori cet exposé, va pouvoir vous aider. Donc voilà comment je vais procéder. Je vais d'abord vous définir la région dans laquelle se passe ce terrain de l'Inde du Sud, en envisageant l'écosystème, une brève récapitulation historique, très brève, très schématique, une description de la société, une description des régimes fonciers, les découpages des aires de maîtrise qui fonctionnent encore aujourd'hui, pour passer le plus vite possible à la deuxième partie qui est la description d'un ensemble de cultes cérémoniels qui sont voués à des formes de puissance, d'esprit, de divinité locale totalement irréductibles et spécifiques de cette région, mais qui vont nous renseigner énormément sur l'esprit dans lequel l'ordre humain et son rapport à la nature et aux animaux et à l'alimentation s'ordonnent. Donc, ce terrain qui s'appelle le Tulu Nadu, je vais faire une carte tout de suite, est une petite région côtière qui se situe tout juste au nord de la frontière du Kerala, sur l'état du Karnataka côtier de l'Inde occidentale. Vous avez ici le Kerala et le Tulu Nadu, c'est ça. La ville principale du Tulu Nadu, c'est la ville de Mangalore, non pas Bangalore, mais Mangalore. Donc, l'argument, et il s'adresse d'abord aussi aux indianistes avec lesquels j'ai des conflits ou des tensions de débat tout à fait vifs, il s'agit d'une composante régionale extrêmement spécifique. L'ensemble cultuel dont je vais vous décrire le détail, les institutions qui sont la marque de cette région n'existent nulle part ailleurs. Et en même temps, au lieu de plaider cette atomisation de l'hindouisme et des régions qui casse l'idée d'une civilisation indienne en autant de petites régions qu'il y a d'expression et même quelquefois en autant de restitutions qu'il y a de chercheurs qui se posent sur elles, je pose précisément que cette configuration régionale, dans son originalité et sa grande singularité, est à sa manière la démonstration de l'unité de son appartenance à la civilisation indienne. C'est aussi un débat sociologique extrêmement important que de voir que la modernité, l'Europe ne parle pas d'une seule voix, quoiqu'elle partage un certain nombre de valeurs. Il y a des formes historiques et sociales qui les différencient. Donc, ça n'a pas grand-chose d'original. Vis-à-vis des indianistes, c'est un enjeu souvent extrêmement fort. Alors, ce Tulu Nadu, c'est d'abord un écosystème très esthétique du point de vue des paysages. C'est une bande côtière inondée d'eau saline qui n'a pas les backwaters ou les lagunes du Kerala, mais qui en a certaines, qui s'enfonce de 50 km à partir de la côte vers le plateau des Ghats, qui sont à 900 mètres, 1000 mètres, et qui, du nord au sud, va couvrir 3 couches
de reliefs très différentes. Une première couche d'eau salinisée très inondable, où poussent des cocoteraies, suite à des rizières irriguées, qui font suite à des montagnes avec des forêts. La région est incroyablement riche en épices, la cannelle, la cardamome, les noix de cajou, les anacardiers, le poivre, le bétel, l'arec, et riche. La cuisine est tout à fait spécifique et assez remarquable. Si vous êtes amateur de cuisine, allez au Tulunad. C'est un des endroits de l'Inde où la science des épices dans la cuisine est la plus élaborée. Il y a aussi du café. C'est une région riche, c'est une région économiquement riche, dont l'histoire est très profonde, puisque Amitav Ghosh, dans In a Distant Land, un ancien collègue d'Oxford passé au roman et à la littérature, expliquait très clairement que déjà les échanges avec les boutres musulmans qui traversaient jusqu'à la côte de l'Afrique de l'Est échangeaient depuis le XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, un certain nombre d'épices, d'ivoire, de métaux précieux avec le golfe Persique, avec Zanzibar, avec la côte est africaine, la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, ce Tulunad est composé de 3 millions d'âmes qui sont réparties à peu près à équidistance entre la côte et les plateaux. Le riz est évidemment l'alimentation emblématique de base. La caractéristique de cette région, c'est une absence de village, à la différence de la plupart des endroits de l'Inde, Kerala excepté. Mais il y a des maisons nobiliaires ou des maisons de caste dominante, groupes propriétaires fonciers, de domaines. Et autour de ces maisons gravitent des habitats dispersés qui sont tenus par différentes castes de tenanciers, de castes de services, d'artisans et d'intouchables. C'est donc un habitat dispersé dans une nature florissante. Cette région est reçoit l'une des plus importantes pluviométries de l'Inde du Sud, autant qu'au Kerala et autant que dans les North-East Frontiers du côté de Darjeeling. Il y pleut entre 8 et 9 mois de l'année. Chaleur extrêmement humide et humidité saturante constante. Le paysage est absolument magnifique parce qu'il est luxuriant, des verts extrêmement riches, huileux, des verticalités d'aréquiers extrêmement jolies à voir et à traverser, des forêts extrêmement denses, des blocs de rochers de granit rose, des montagnes qui surgissent par d'anciens plis volcaniques, qui composent quelque chose d'assez unique dans les paysages sud-indiens. Les domaines sont découpés autour de ces maisons nobiliaires, mais selon leurs importances, les domaines ne sont jamais autonomes. Ils sont toujours partie d'un domaine plus large, inféodé ou en relation à des domaines plus larges qui composent les anciennes principautés qui décrivaient tout le territoire de la région. Alors un mot sur l'histoire, très vite. La région était contrôlée par l'empire de Vijayanagar jusqu'en 1646, puis ensuite par des dynasties qui lui étaient dépendantes et qui ont trouvé leur autonomie. C'était les Nayakas de Kelari, que mon collègue Subramaniam du collège ici décrit, plutôt sur la côte est que sur la côte ouest, jusqu'en 1760. Puis là, un intermède avec le règne de Tipu Sultan et Hyder Ali, jusqu'en 1799. Et là-dessus, les Britanniques arrivent. Les Britanniques arrivent et ils découpent le Tulunad en 2 districts, le district du Nord Kanara et du Sud Kanara, qui, malheureusement pour nos investigations d'archives, les uns se retrouvaient associés à la principauté de Bombay, les seconds à la principauté de Madras, ce qui disperse les sources et qui a dispersé les politiques coloniales sur la région. Toujours est-il que malgré tout, la fonction royale a survécu à la disparition des principautés officielles. Elle est devenue partie de l'État du Karnataka en 1949, c'est-à-dire elle a fusionné avec un État qui est là, dont la capitale est Mysore et qui abrite la grande ville du cantonnement de Bangalore. Mais peu importe, je ne parlerai bien évidemment pas de ça. Cette société du Tulunad, elle est composée d'abord de brahmanes locaux,
ou de brahmanes du Konkan qui descendent de la côte de Goa et qui sont venus s'installer. Ils sont minoritaires. La caste la plus importante, à la fois du point de vue des responsabilités foncières et de la politique traditionnelle, sont les Bant, B-A-N-T, qui se subdivisent entre les Shetty et les Hegde, caste royale d'obédience jain, et qui pratiquent une matrilinéarité assez proche de celle des Nayars du Kerala, le Haliya Santana Kattu. Ce sont eux qui détiennent les droits supérieurs sur le sol. Je reviendrai là-dessus sur les tenures dans un moment. Derrière eux, la caste dominante démographiquement est composée par des Billava, qui sont des tenanciers fonciers. Oui. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Donc, les Billava, ce sont les tenanciers, ce sont eux qui font marcher et font tourner l'agriculture. C'est eux qui vont à la charrue, à la moisson. Mais ces Billava se revendiquent d'un statut d'archer et de gardien des terres, un petit peu comme les Kanakandar du Kerala, de nouveau. Et si les Bantes revendiquent l'appartenance à une caste royale, les Billava revendiquent par leur statut d'archer et de guerrier les statuts d'une ancienne armée protectrice des armées royales ou de la protection de ceux qui détiennent la supériorité des droits et une emprise évidente sur la société. Suite à eux viennent un certain nombre d'artisans, les Vishvakarma. Je passe vite parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans mon exposé, ça c'est pour vous camper le décor, hein. Les Vishvakarma et puis les Madhivala. Alors, les Vishvakarma, ce sont les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre, les cordonniers. Et puis les Madhivala, qui sont des blanchisseurs, dont le rôle est absolument crucial en Inde, comme vous le savez, puisque en portant le linge souillé, ils le rapportent non seulement lavé, mais purifié. Ils ont un rapport extrêmement étroit de statut ambigu vis-à-vis de ceux qu'ils servent et les patrons vis-à-vis d'eux qui les emploient, puisqu'ils sont invités lors des cérémonies de mariage comme des alliés, et ils sont aussi frappés par le deuil lorsque le patron de leur employeur meurt. Donc ces Madhivala, vous allez les voir dans les rituels, qui sont porteurs de torches, et eux aussi symboles quelque part d'une expression royale. Alors en dessous, vous avez tout un groupe de castes extrêmement intéressants qui sont des castes de service, qui n'ont pas de rôle spécifique fixe professionnellement, mais qui vont avoir un rôle rituel absolument crucial. Ce sont les Panna, les Naike, les Mogara, les Panna, oui, je l'ai mis, pardon, et qui, eux, vont avoir pour fonction essentielle, en dehors de leurs activités civiles, quotidiennes, séculières, si vous voulez, d'être les personnificateurs des puissances ou des esprits qui vont s'incarner lors des cérémonies. Ils ont donc, c'est les Pambada, je n'ai pas mis, voilà, enfin peu importe. Ils sont donc extraordinairement respectés et ils font partie de tout le clientélisme traditionnel des castes dominantes, sans qu'ils aient pour autant des activités bien arrêtées en dehors de ces cycles cérémoniels. Et puis tout en dessous, vous avez un groupe que l'on a qualifié très vite d'intouchables, les Koragas, intouchables parce qu'effectivement, ils sont toujours tenus à distance, mais eux aussi ont un rôle extrêmement important, et leur présence est absolument requise lors des cérémonies. Mais comme l'avait montré dès les années 50 Srinivas sur les Courgs, dans un district assez voisin du Karnataka, la présence de ces intouchables est nécessaire à la célébration du rituel. Ils sont batteurs de tambours, ils ont eux aussi leur possession
et leurs incarnations des esprits ou des esprits secondaires qui s'incarnent, et leur présence est complémentaire. Ce sont eux qui clôturent le cycle rituel. Donc, en tant qu'agents de clôture d'un cycle de possession et de divination, ils ont un rôle absolument constitutif dans l'ordre social général. Alors, je vous disais que cette caste supérieure des Bant Shetty Egde étaient des Jains et qu'ils pratiquaient la filiation matrilinéaire. Ce qui implique évidemment une division territoriale extrêmement précise, puisqu'on hérite par son oncle maternel et que le statut de la sœur a un rôle fondamental, puisque la sœur, se faisant épouser, devient la garante de la pérennité des États, des domaines. Donc, vous avez une forme d'autorité qui passe par la relation de l'oncle maternel au neveu utérin. Or, il se trouve que dans les années 70, les premières réformes instaurées par le Pandit Nehru et les premières années d'Indira Gandhi à la tête de l'Union indienne ont commencé à opérer des réformes à deux titres. Des réformes foncières qui interdisaient à tout détenteur de droits supérieurs de posséder plus d'un certain nombre d'hectares. Donc, on morcelait les domaines. Légalement, il fallait morceler les domaines. Et deuxièmement, accouplé à cette loi, qui a été catastrophique pour la régulation sociale de la région, une réforme de l'héritage, puisque tout est passé en patrilinéarité. Ce qui fait qu'entre 70 et 72, toute cette élite, mais ça vaut aussi pour les Nayars du Kerala, mais en particulier pour les Bantes, il y a eu une fracture sociale et des conflits incessants entre les fils qui devenaient légataires exclusifs des domaines, les sœurs et les affins, qui eux se trouvaient dépossédés, et de l'autre, des domaines qui ne pouvaient plus rester en l'état, mais qui devaient être fracturés. Alors ça a eu non seulement une incidence dans la vie sociale très forte, mais ça a eu évidemment des conséquences immédiates dans la célébration des cultes. J'y viens dans une minute. Pourquoi ? Parce que les cultes étaient centrés physiquement autour de la maison domaniale, et qu'à partir de là, quand la maison domaniale s'est fracturée, que les fortunes se sont trouvées dispersées et qu'il y a eu un appauvrissement général des castes dominantes qui ne pouvaient plus se permettre, comme le disait Mauss, de dépenser pour pouvoir produire leur légitimité, ce sont des rituels qui sont ruineux. Donc ils n'avaient plus l'argent pour le faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu un regroupement des sites de ces cultes, et un certain nombre de ces cultes qui étaient sises à côté des maisons de maîtres ont été déplacés dans des sites qui faisaient le pool, c'est-à-dire on avait une sorte de regroupement pluraliste où on faisait venir les esprits impliqués ensemble pour pouvoir célébrer un culte conjoint qui coûtait moins cher. Donc voilà une des transformations de cette politie traditionnelle. Alors là, j'aime beaucoup le terme politie, il est encore difficilement reçu en France, mais je dois quand même à Marcel Gauchet d'avoir clairement défini ces trois choses qui, pour moi, sont extrêmement précieuses quand on travaille sur la fonction royale et sur la monarchie, à savoir si le politique est un universel, et je réserverai le terme de la politique à l'exercice du politique dans l'univers moderne, c'est-à-dire les élections, la démocratie, etc. Et je réserve, pour lui donner toute sa valeur, le terme de la politie à la forme culturelle du politique qui n'est pas celle de la politique moderne. Est-ce que c'est clair ? Donc la politie, c'est la manière dont s'exerce le politique dans une culture qui ne connaît pas la démocratie, ni les élections, ni les alternances, ni ce que nous connaissons, nous, ou que nous sommes censés à la fois connaître et pratiquer. Donc, il y a eu des effets évidents sur la politie locale du pays Toulou à la faveur de ces réformes foncières et de ces réformes de l'héritage. Les tenures. Alors, les tenures se répartissent en trois ayants droit, grossièrement. Les arasu, c'est la tenure supérieure, qui veut dire seigneur, seigneurial, et qui est, dans une large mesure, tenue, même dans presque une énorme majorité de mesures, tenue par les bantes. Cette tenure supérieure n'implique ni la présence auprès des domaines cultivés, nécessairement,
ça peut être des droits seigneuriaux, et puis ils sont partis vivre en ville ou ailleurs, mais ils détiennent toujours des droits seigneuriaux qui vont s'exprimer au moment des récoltes. Et puis en dessous, vous avez une tenure de tenancier permanent qui n'a pas besoin d'être renouvelé par un contrat, et une tenure de tenancier sous contrat Chaligeni. Et les deux sont tenus essentiellement par les billava. Alors il existe encore d'autres pratiques, mais qui ne donnent pas lieu à une conceptualisation, où les basse-castes et les vishvakarmas contribuent au travail de la terre. Mais ce sont essentiellement les billava qui labourent, qui sèment, qui moissonnent et qui récoltent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle, qu'il y a une multiplicité d'ayants droit qui exercent leurs privilèges ou leurs prérogatives sur une même parcelle de terre cultivée. Au moment de la récolte, on voit dans le système Jajmani traditionnel de l'Inde l'ensemble de la récolte, en particulier celle du riz ou celle des noix d'arec, se voir redistribuée entre tous ceux qui, peu ou prou, ont eu un rapport à l'exercice de l'agriculture sur cette parcelle. L'ayant droit supérieur est considéré y avoir assuré la sérénité, la paix et l'exercice normal du cycle naturel. Les Mulgeni, qui veut dire la charrue racine, Mulgeni, la charrue racine, c'est eux qui labourent et qui sous-traitent avec les Chaligeni la charrue mobile. Et chacun, y compris les brahmanes qui ont fait des services rituels, y compris les artisans qui ont contribué à la production des outils, etc., reçoit sa part de récolte. Donc si je poussais un tout petit peu formellement cette affaire, cette absence de propriété privée, exclusive, individuelle, elle interdit que la terre soit cessible et soit une marchandise. Et c'est vrai que le gouvernement indien aujourd'hui n'a pas officiellement reconnu la possibilité de la vente de terre. Donc le gouvernement indien exerce un droit de préemption quand il en a besoin, mais il n'y a pas de propriété des terres stricto sensu. Il y a sur une terre une pluralité d'ayants droit qui exercent une fonction et qui ont, à ce titre-là, le droit d'en recevoir une partie du fruit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mobilités, mais ce qui veut dire que la terre n'étant pas cessible, ce qui est hypothéqué ou qui circule sont des droits. Un Mulgeni peut céder ses droits à un autre, contre argent évidemment, dans une relation de créancier à débiteur extrêmement traditionnelle. Donc les droits bougent, mais la terre ne bouge pas. Mais la deuxième conséquence qu'un anthropologue ne peut pas s'empêcher de dire, c'est qu'en fait, les hommes ne possèdent pas la terre, mais que c'est la terre qui possède les hommes. Alors vous me direz, ce n'est pas très original de dire ça, mais on va peut-être, parce qu'on en a d'autres exemples dans d'autres régions du monde, mais en même temps, c'est fondamental quand vous allez voir comment fonctionnent ces cultes aux esprits sur lesquels j'arrive très bientôt. Alors, ces complexes cultuels, évidemment, la première visite que j'ai faite dans cette région était en 1993, une très brève visite, mais qui m'a retenu l'attention, et j'y suis revenu depuis 4 fois sur le terrain, la dernière fois en 2014. Alors, j'avais déjà travaillé dans le Nord sur la fonction royale, donc mon premier terrain m'avait comme débrouillé un certain nombre d'hypothèses que je pouvais tester comparativement sur le Sud. Et curieusement, la découverte de l'ethnographie du Sud m'a fait revenir vers mon ethnographie du Nord pour l'enrichir. D'où l'importance en ethnologie, je crois, de pouvoir avoir des sites d'expérience de terrain qui viennent invariablement se nourrir et s'enrichir mutuellement, pour éviter les monographies refermées sur elles-mêmes qu'on pourrait multiplier à l'infini sans faire avancer le schlimblick. Donc, aujourd'hui, ces univers de culte, du fait des changements juridiques et des transformations politiques, sont patronnés,
c'est le meilleur mot que je peux utiliser, ils ne sont pas possédés, ils sont patronnés par un certain nombre de dignitaires, dont certains sont encore les héritiers de ces domaines traditionnels, appauvris, regroupés avec d'autres collègues, etc. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des nouveaux riches qui ont acheté, non pas la terre, puisqu'elle ne se vend pas, mais qui ont acheté les maisons, qui ont récupéré les maisons de ces familles de dignitaires ruinés, et qui, de fait, se sont trouvés héritiers de la responsabilité du culte des esprits qui sont attachés à la maison, y compris des musulmans. Lorsque des musulmans partent gagner de l'argent dans les États du Golfe et qui reviennent avec du numéraire, certains d'entre eux ont pu racheter des maisons de Bant, appauvries et ruinées, et de ce fait devenir les titulaires de la responsabilité de l'esprit attaché à cette maison. À l'inverse, certains de ces esprits sont musulmans. Donc il y a une espèce de porosité confessionnelle qui met au défi toutes les rigidités du revivalisme néo-hindou et fondamentaliste de la politique actuelle de M. Modi. Donc, vous avez une troisième catégorie, donc les dignitaires appauvris, les nouveaux riches qui viennent acquérir, et puis des hommes politiques, des personnages politiques, qu'ils soient ou non originaires de la région, et qui viennent s'implanter dans la région en achetant des maisons ou en passant des alliances avec les responsables des maisons pour être à la fois les patrons du culte cérémoniel et en même temps chercher des bank votes, c'est-à-dire chercher des recrutements. Alors évidemment, c'est ça toute la complexité de ce terrain par rapport à d'autres, mais chaque terrain a évidemment ses propres difficultés. Si vous voulez, c'est qu'il y a une efflorescence, un vitalisme politique tel qu'il y a un brassage et une complexité énorme et que pour pouvoir reconstituer la genèse, la dynamique et les transformations de ces univers cultuels, il faut faire plusieurs terrains approfondis, revenir dessus, travailler sur les sources, rencontrer les érudits locaux. C'est un travail d'homme-orchestre avec des instruments limités, mais c'est un travail à plusieurs instruments, si vous voulez. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, mais à terme, les sites visités et étudiés se nourrissent les uns les autres et permettent d'arriver à quelque chose qui me semble extrêmement cohérent. C'est vous qui me le direz dans la discussion finale. Alors, ces cultes aux esprits sont des cultes à des entités spirituelles qui s'appellent les Bhūta. Je vais devoir bien sûr les définir. Ces Bhūta se rencontrent partout dans l'Inde, mais de manière très individuée. Presque chaque village en Inde a son Bhūta. C'est un petit sanctuaire minime qu'on vient propicier parce que ce Bhūta, c'est un mort. C'est un mort par suicide, par crime, par accident. C'est un mort dont les rituels funéraires n'ont pas pu être complétés et qui lui interdisent donc d'accéder au statut de l'ancestralité des pitres. Donc ce Bhūta reste un prêtre, c'est-à-dire un fantôme, un esprit, une ombre. Et il est malveillant vis-à-vis des humains. Donc on vient le propicier dans le village pour calmer le jeu et pour lui interdire des effets nocifs, préjudiciables à l'ensemble. Alors ça existe partout en Inde. Mais ce qui existe de manière exclusive et unique au pays Toulou, c'est que les Bhūta ne sont pas singuliers. Ils sont collectifs et ils font société. On les révère sans doute aussi pour neutraliser les malheurs qu'ils infligent aux humains, mais on les révère aussi pour les consulter sur énormément de dossiers qui ont fait les événements de l'année qui vient de s'écouler. Ces Bhūta ici sont ubiquitaires, multiples et organisés. Ce sont des puissances du site ou des esprits du lieu. Et à la différence des Bhūta de l'Inde en général, qui sont dangereux ou menaçantes, les Bhūta du Tulunad sont des puissances protectrices, quelle que soit la violence que leurs mythes, leurs légendes et que les danses de possédés viennent incarner. Elles sont à terme protectrices des humains. Ils font société. Ils marchent par paires ou en association.
et il se révèle dans l'ensemble du Tulunad par des séquences successives tout au long du territoire, commençant par les plateaux et terminant vers la plaine côtière. Il y a eu un inventaire extraordinaire fait par un anthropologue indien du gouvernement, le Anthropological Survey of India, qui, très empirique, a fait un repérage de l'ensemble de ces bhuttas et des dates des cultes auxquels ils donnaient lieu. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelque chose qui suit la ligne de pente, quelque chose qui suit le partage des eaux, le ruissellement des eaux. Et c'est tellement important que ces bhuttas ne se manifestent et ne s'incarnent qu'au moment des 3 mois et demi de saison sèche. Tout le reste de l'année, quand il pleut, ils sont invisibles. Ils flottent, ils sont partout et invisibles, mais on ne peut pas ni les propicier ni les arrêter. S'ils font du mal, ils font du mal. S'ils font du bien, ils font du bien. Mais le seul moment où on peut les atteindre, c'est au moment de la saison sèche, là où ils viennent se manifester et où les cultes ont lieu. Ils sont associés très étroitement à l'humanité, puisque ce sont des puissances à figure humaine, voire quelquefois à figure hybride, avec une part animale, mais toujours une part humaine. Et ils sont étroitement associés à l'humanité, mais ils n'ont à aucun moment le statut d'être une figure de l'ancestralité. Les lieux où ils s'incarnent et les gens qui les propicient comme des héros légendaires, humains, à qui il est arrivé des événements concrets dans l'histoire, une histoire légendaire et mythique, mais une histoire de bataille du même genre que dans les épopées comme celle du Mahabharata, par exemple. Il y a d'ailleurs des épopées de tradition orale, et chacun de ces bhuttas est associé à une légende orale qui est chantée, récitée, propiciée au cours de ces cultes. Ce sont les paddanas. Chaque couple de bhuttas qui s'incarne, chaque bhutta singulier qui s'incarne, chaque petite société de bhuttas qui s'incarne a une histoire légendaire. Et elle se répartit temporellement depuis l'altitude jusqu'à la côte. Donc, je vous disais qu'en sont responsables les détenteurs des maisons, les arasus, traditionnellement les bantes, aujourd'hui éventuellement d'autres propriétaires, et quelquefois des politiciens qui n'ont pas véritablement de résidence principale sur les lieux. Ces bhuttas représentent des formes transgressives des normes sociales. Toutes les légendes, tous ces paddanas racontent qu'ils sont ou qu'ils ont été, on verra pourquoi je dis sont et ont été ou seront, vous allez le voir tout de suite, leurs légendes les attachent à des actes d'inceste, de meurtre, sororicide, matricide, patricide, fratricide, suicidé, mort violente. Et beaucoup de ces paddanas font mention d'actions qu'ils auraient faites dans leur vie, qui sont à la fois des actions méritoires, mais aussi des actions parfaitement interdites à la société des hommes et des vivants, mais qui viennent comme leur montrer en reflet ce qu'il convient de faire et de respecter dans le régime humain. Donc ils sont à la fois des témoins d'une transgression et un miroir de ce que la transgression réverbère sur l'ordre de la doxa ou de la praxis. Alors, le nom générique de ces bhuttas est très intéressant aussi, parce que le vocable vient d'un terme sanskrit, bhut, qui veut dire élément. Il y a 5 bhuts dans la tradition sanskrite. Ce sont les 5 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Ce sont les 5 éléments qui entrent dans la composition de toute forme d'existant. J'ai mon organisation de bhuttas. Philippe, tu as la tienne. Nous avons chacun la nôtre. Et au moment de la mort, le Lego qui nous compose en tant que singularité va se déliter, se défaire, ne mourra pas, lui,
mais va se recycler pour se reformer dans une autre forme d'existant. Alors c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans un article publié dans un ouvrage collectif édité par Maurice Godelier, La mort et ses au-delà, pour montrer que dans cette culture-là, mais peut-être sans doute dans bien d'autres, mais en tout cas dans celle-là, c'est clair, que le contraire de la vie, ça n'est pas la mort, c'est la naissance. Il y a quelque chose qui maintient la reconduction et la transformation de quelque chose qui, par essence, reste pérenne. C'est un grand secret, je trouve. Donc, accrochés comme ils le sont à ces 5 termes, les Bhuttas figurent quelque part une reformulation en elle-même et en tant qu'esprit. Et voici ce qu'en disent les Toulou eux-mêmes. Les gens simples avec qui je parle me disent « Les Bhuttas, ils sont de ce qui a été et qui n'est pas encore, et que l'on peut regarder lorsqu'ils reviennent nous visiter au moment de la saison sèche. » Et puis, quand j'interroge un peu la glose un peu plus savante, vous savez, il y a toujours des savants, il y a des gens âgés, des dignitaires qui ont une forme d'autorité, qui veulent toujours vous donner des leçons ou se croire ou se présenter comme détenteurs d'un savoir. Pierre Bourdieu l'a très bien montré avec Mouloud Mamri dans son article du bon usage de l'ethnologie. Donc ça vient compléter l'information populaire. Et alors voilà ce que disent les gens qui sont un petit peu plus savants, si je puis dire. Ils disent, les Bhuttas, ils sont jhana et janakya. Ça veut dire qu'ils sont engendrés, mais qu'ils sont aussi des puissances d'engendrement. Donc vous voyez, pour rejoindre cette idée de cette reconduction de la vie par la naissance, il y a quelque chose d'interminable dans cette échelle importante. Et donc, ils sont de ce qui a été mais qui n'est pas encore, ils sont engendrés et puissance d'engendrement. On a affaire évidemment à une référence à la fécondité. Donc ces Bhuttas sont à la fois invoqués, convoqués, provoqués et auto-réalisés au moment de cette saison. Et ils participent, je le dirais si on voulait faire de l'anthropologie de la religion, ils participent à la fois des sacras et des auspicia ou des auguria. À savoir, comme le disait Edmond Ortigue, une religion, c'est une institutionnalisation à double foyer qui comprend, le culte que les hommes rendent à une divinité ou à la divinité par la prière, le sacrifice, les oblations, la demande. Et 2, le deuxième foyer, ce sont les signes par lesquels la divinité fait connaître à l'homme sa volonté, ses griefs, ses demandes. Donc, la convocation ou la présentation de ces Bhuttas sous les formes de danseurs possédés que l'on interroge, avec qui on dialogue, relève très précisément de ce double foyer, mais qui est conjoint, qui n'est pas séparé. Retenons simplement aussi que la plupart de ces esprits marchent par paires, et souvent des germains, de même sexe ou de sexes différents, et souvent aussi de jumeaux, potentiellement conflictuels. Cette relation aux esprits, elle permet de penser toute une inscription de la chaîne des êtres, comme j'ai essayé de le montrer, sur un territoire, et leur rapport aux objets dits naturels. Je ne sais pas si je peux dire qu'ils soient l'expression d'une surnature, mais en tout cas, ils sont l'expression d'un mode d'environnement d'ordre supérieur à celui que notre usage de nature connaîtrait. C'est une nature plus étendue, plus expansée, à des êtres qui sont tracés d'humanité, mais d'humanité absente, liés à des morts passées et à des formes d'animalité qui renvoient à la jungle, à la forêt et à tout l'environnement de cet écosystème si particulier. C'est un monde que je voudrais qualifier de métaphysique, mais parfaitement immanent. Il n'y a aucune forme de transcendance dans ces activités de la croyance. Et là aussi, je crois que c'est une sorte de leçon que j'avais déjà retrouvée dans l'analyse des cultes au temple tutélaire dans l'Inde du Nord himalayenne, et qui va à l'encontre de tout ce que la plupart des indianistes spécialistes des textes veulent assurer, pour une raison simple, c'est que beaucoup d'entre eux
viennent de l'apologétique chrétienne, combien sont les jésuites, les moines défroqués, les nonnes, les grandes figures sanskritistes du Collège de France ou d'ailleurs, qui sont passés par les écoles de théologie chrétienne et qui ont chaque fois essayé de lire et de traduire la religion indienne dans les termes qui sont ceux de l'apologétique chrétienne. Donc, tout un débat sur les jésuites est en cours et à l'infini et lieu de débat extrêmement vif. Moi, il me semble que quand je regarde les formes de spiritualité, les écoles philosophiques indiennes et l'ethnographie, il y a bien sûr des choses qui n'appartiennent plus au monde d'ici-bas et au monde physique, mais tout ça s'inscrit dans un univers plus large qui n'autorise pas la transcendance parce que c'est une plus grande immanence ou une immanence de degré supérieur. Les dieux n'appartiennent pas à des formes de transcendance. Ils ont des formes de conscience plus ou moins élaborées, à plusieurs facettes, mais ils appartiennent à la conscience générale des choses. Bien, alors ce culte au Bhutha commence, on l'appelle le Bhutha Kola ou le Bhutha Nema. Je vais donc vous en décrire les séquences et le dispositif. Ça dure en général 2 nuits et 3 jours. Donc c'est assez astringent pour l'ethnologue parce qu'on ne dort pas beaucoup pendant 2 nuits et 3 jours ou alors on manque un certain nombre de choses. 2 nuits et 3 jours qui sont ponctués de séquences bien particulières et partagées par l'ensemble des lieux où les cérémonies se passent, avec des dispositifs extrêmement sophistiqués et une esthétique, ce qui n'est pas négligeable, parce que l'esthétique dans l'Inde contemporaine, ça n'est pas la dominante. Il y a encore au Kerala, dans les célébrations du Teyyam, des fêtes magnifiques avec des masques, des costumes, des tiares, etc. Mais le pays Toulou a lui aussi son immense présence esthétique. Tous ces danseurs possédés sont revêtus de couronnes d'argent, de plumes, de multicolores. Bon, j'aurais pu faire un exposé uniquement sur un diaporama. Je n'ai pas voulu faire ça pour le temps qui m'était imparti, mais c'est extrêmement impressionnant et de grande beauté. Ce qui n'est pas, encore une fois, très répandu dans les cérémonies indiennes qui sont très sophistiquées, très schématisées aujourd'hui. Alors, les récitations de Paddana commencent pour mettre le monde en branle, mais ils sont quand même précédés par une actualisation des affaires. Les dignitaires du coin qui organisent la fête, qui payent pour la fête, invitent des responsables politiques, ils s'asseyent sur un banc et il y a une série de discours qui durent 1 heure ou 2, suite à quoi il y a quelquefois des concerts de jazz, quelquefois des présentations de danse, d'une école de danse de petites filles qui viennent présenter leur travail. Et puis après, on passe aux choses plus sérieuses et on commence à faire la récitation des Paddana par des personnificateurs qui déjà arrivent en costume et chantent et commencent à déclamer une ballade qui peut durer la nuit entière. Et pendant que d'autres séquences se produisent sur le site, je n'ai pas le temps de les décrire dans leurs espaces spécifiques, pendant le temps que les choses se passent, les récitations commencées le soir continuent toute la nuit sans cesse. C'est-à-dire que les chanteurs continuent de psalmodier et de chanter en se promenant, etc., pendant que d'autres choses sont en train d'arriver ou de se passer. Alors il y a 2 éléments naturels extrêmement magnifiques, à la fois du point de vue esthétique et du point de vue d'une signification, je crois, qui peuvent intéresser Philippe Descola. C'est que parmi les ingrédients utilisés, il y en a 2 qui sont absolument fondamentaux. Ce sont les fleurs de Kepula, qui est une sorte de, pas d'orchidée, mais je n'ai plus le nom exactement, excusez-moi, et des brassées de Pingara. Comment s'appelle cette fleur spécifique de l'Égypte? L'hibiscus. Capula est une variété d'hibiscus rouge, mais essentiellement rouge, les autres couleurs ne sont pas utilisées. Et Pingara, les Pingaras, ce sont des brassées qui sont prélevées sur le sommet des aréquiers,
Alors, ce sont des castes de malafoutiers, une des castes de service qui va grimper à l'arbre et les chercher, et qui en ramène des poignées. Mais alors, dans certains rituels, il y en a des tonnes, des tonnes. Là aussi, si j'avais les photos, je vous montrerais. À la fin, le danseur possédé se noie dans un matelas de pingara et il se recouvre complètement. Alors, ce sont des grandes brassées qui ressemblent à des gerbes de blé, mais qui sont blanches, blanches brillantes, et qui renferment des petites alvéoles. Or, la caractéristique végétale de ce pingara est que ce sont à la fois des graines et des fleurs. Donc, le symbolisme, la blancheur des graines et des fleurs, qui montre très bien l'espèce de continuité d'un cycle végétal, et le kepula rouge. Alors, si j'avais le temps, je vous parlerais des rituels de mariage, mais on voit très bien que le blanc et le rouge ont un symbolisme extrêmement puissant, c'est le sang et le sperme. Ces pingaras, dont les danseurs possédés s'entourent et se frottent le corps, ont soi-disant des vertus hallucinogènes. Je n'ai pas testé, je n'en sais rien, mais c'est un élément constant des danses et des manifestations de consultation que de se frotter avec ces pingaras et sans arrêt d'en retrouver d'autres pour continuer à s'en entourer. Et ce sont ces danseurs possédés qui vont par leur voix exprimer la présence des esprits convoqués. Sur les scènes de danse ou les scènes de manifestation de ces danseurs possédés, qui sont aussi des oracles, qui sont à la fois des devins, des oracles, des gens que l'on consulte et des gens qui répondent, dans une langue claire. Il ne s'agit pas, comme dans les oracles tibétains, d'une langue cryptique que seuls les rinpoché initiés peuvent traduire et transmettre à l'assemblée. C'est une langue claire, ça se passe en Toulou. Bon, encore faut-il bien comprendre le Toulou, j'ai dû me faire expliquer, bien sûr, mais c'est dans une langue claire et transparente. Et les tambours battent très fort, sans arrêt, et avant les consultations, ces personnificateurs dansent et expriment ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus faire dans l'occasion particulière. Au-delà de cette scène centrale sont assis les responsables qui payent pour la fête et qui sont censés en retirer les profits. Les maîtres, c'est le patri, qui correspond à l'image du sacrifiant, c'est-à-dire le roi, qui, dans la tradition du sacrifice brahmanique, c'est celui qui paye et qui fournit le sacrifice pour en retirer le fruit. Donc là aussi, il a une nouvelle forme de représentation royale, celle qu'il avait déjà en tant que tenancier de droit supérieur et celle qu'il a ici en tant que maître des cérémonies et que patrie. Mais il est aussi très intéressant de voir qu'en dépit des réformes foncières et juridiques, cet homme n'est jamais seul. Il est toujours avec son épouse et sa sœur, qui sont des personnages requis dans l'assistance et la présence lors de ces conversations entre possédés et personnages humains et spectateurs qui peuvent venir consulter. Les costumes, je vous le disais, sont très impressionnants et en particulier sont brodés d'éléments guerriers et ils sont complétés par des armes, des épées, des boucliers. Donc il y a un costume, il y a des masques, il y a des épées, des boucliers. Or, ces éléments du culte, tout au long de l'année, sont rangés et préservés dans des coffres ou à l'intérieur d'une pièce très particulière de la maison de la caste dominante, du maître des cérémonies, du patri, et sont sortis seulement à ce moment-là. Mais tout au long de l'année, ces objets du culte qui sont rangés et préservés sont un objet de vénération régulier. Donc, il y a un maître des cérémonies avec un chef officiant qui représente le maître des cérémonies, mais qui est sur scène. J'hésite à toujours faire les métaphores de la théâtralisation ou de la dramatique. Enfin, c'est du performatif, très évidemment, mais de là à le théâtraliser, j'hésite parce que l'assistance qui est là est loin d'être un public passif. L'assistance qui est là participe, tombe en transe, se lève et vient
questionner le danseur possédé. Il y a une participation extrêmement active qui est beaucoup plus qu'une catharsis. Mais il y a quand même quelque part, dans les associés de ce culte, l'orchestre et un certain nombre de récitants comme un chœur qui en fait la basse continue, derrière lequel les événements précis, les consultations ponctuelles, les questions explicites se font sortir. Donc il y a une forme, effectivement, de tragédie classique à sa manière qui s'exerce pendant ces 2 jours et 3 nuits, sans discontinuer. Alors il y a des phases de latence, il y a des phases de réactivation, mais c'est quand même très impressionnant. Ces fêtes-là, quelque part, et quelquefois, rassemblent plusieurs milliers de personnes qu'il faut nourrir. Donc vous voyez, encore pour revenir à Mauss, donner pour le prestige, c'est se ruiner. Il y a une forme non pas formalisée de potlatch, mais il est évident que celui qui organise ces fêtes, donc la raison pour laquelle il se regroupe en poule, ce sont des dépenses considérables. Parce que pendant 2 jours et 3 nuits, vous devez donner à manger à plusieurs milliers de personnes. Les plus grandes fêtes des Bhuttas, ça peut aller jusqu'à 6 ou 8 000. Donc il y a 3 salles à manger. Il y a la salle à manger des gens ordinaires, il y a la salle à manger des invités et des VIP, et puis il y a la salle à manger pour les castes immédiatement responsables du culte. Et c'est à peu près le même repas qui est servi, mais vous imaginez, c'est très très impressionnant. Alors, en plus, pour les plus prestigieux de ces cultes, on construit des édifices avec des charpentes de bois qui sont tendues et agrafées de tissu blanc, avec des guirlandes. Le tout est entouré de ces tonnes de pingara qui sont prélevées à chaque fois pour la célébration. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant pour ceux qui sont de grande importance. Mais il y en a qui sont beaucoup plus modestes, où simplement une centaine de personnes sont là, mais toujours un public qui n'est pas un public de spectateurs, un public qui participe et qui sait exactement ce qui se passe et qui intervient et qui fait partie de l'ensemble, même si les rôles ne sont pas formalisés. À côté de ces consultations, où alors les gens viennent consulter pour les malheurs, des problèmes d'héritage, des problèmes de conflit, des problèmes de spoliation, des tensions de famille, on consulte le Bhutta par l'entremise de son possédé, qui donne des réponses et qui demande des contributions. Il dit, oui, je vais prier pour ton affaire, tu donneras 3 poulets à mon trésor. Et combien vas-tu contribuer à mon trésor si je résous ton problème? Enfin, il y a tout un débat extrêmement mercantile et matériel qui s'exerce derrière tout ça, mais une efficacité symbolique qui est dite relativement bien marcher. Les opposants ou les rivaux des personnes qui viennent consulter sont comme neutralisés par la réponse du Bhutta, où ils font attention parce que le Bhutta a dit qu'il allait les défendre contre leurs antagonistes ou leurs ennemis. Voilà. Donc, à côté de ces longues consultations, 2 nuits de suite, viennent compléter 2 séquences rituelles extrêmement importantes, que sont les courses de buffles et les combats de coqs. Alors, les courses de buffles, Kambala, existent encore aujourd'hui, mais elles sont transformées en une sorte de PMU où les gens viennent parier pour les attelages de buffles, parient des sommes considérables, mais traditionnellement, le Kambala était associé à un ensemble cultuel précis et il consistait à faire courir en rivalité 2 ou 3 attelages de buffles qui appartenaient à des tenanciers permanents, qu'on mettait en compétition. Et celui qui gagnait recevait une prime de la part de la rassou du tenancier supérieur. Donc il confortait son statut ou son contrat, et il avait un bonus parce qu'il avait gagné la course. Alors ces buffles sont lavés, peignés, brossés, peints, décorés, le visage peint, maquillé, avec des bracelets d'argent qui sont mis sur leurs chevilles, qui sont les bracelets d'argent que mettent les danseurs possédés par le Bhutta. On les met dans des rizières qui sont inondées. C'est le moment où on n'a pas encore repiqué le riz, mais où la moisson s'est arrêtée. On va le repiquer. Donc, vous avez des rizières, des grandes rangées de rizières bien alignées qui sont labourées, nivelées et recouvertes d'eau. Et on fait courir sur 150 à 200 mètres ces attelages les uns contre les autres. Alors aujourd'hui,
dans le PMU et les paris, ils courent les uns après les autres et on les chronomètre. Il y a même des caméras de drones qui viennent filmer les courses pour assurer que ça soit bien fidèle. Mais dans la tradition, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais ce qui est fondamental, et vous allez voir comment on tombe sur des petits hasards ethnographiques magnifiques, c'est que un jour, je visite un palais en ruine d'un des anciens princes des principautés Nayaka de Kellari. Et à côté de ce palais en ruine, dont les piliers étaient encore sculptés magnifiquement en cèdre et tout ça, mais enfin la toiture, tout s'effondrait, il y avait un immense champ, alors que tout autour était soit en forêt, soit cultivé. Alors je pose la question, mais ah ben oui, on me dit c'est le champ où avaient lieu les Kambala lors de la fête du Bouddha liée à cette maison. Je dis bien oui, bien bon. Mais il me dit, mais vous savez, on va vous montrer des photos des années 30. Et il me montre des photos des années 30. Et je dis, mais oui, d'accord. Je dis, mais alors maintenant, pourquoi vous ne construisez rien puisque ça n'a plus dû. Mais parce qu'il me dit, c'est là qu'on enterrait les dignitaires de la maison. Donc, les Kambala, traditionnellement, s'opéraient sur des rizières inondées, au-dessous desquelles on avait inhumé les détenteurs de la fonction royale. Bon, alors, ça a été confirmé par d'autres endroits, et puis, si ça n'avait pas été confirmé par d'autres endroits, je voyais que mes rizières où on pratiquait les Kambala étaient balisées par des espèces de tumulus de terre qui étaient des tombes où on enterrait autrefois les dignitaires, qui aujourd'hui sont incinérés. Mais il n'y a pas si longtemps encore, et j'ai des photos où on voit les tombes des anciens dignitaires incinérés. Donc c'est comme des balises terriennes et enfouies de la pérennité d'une fonction royale. Des buffles sauvages, attelés, enfin sauvages, demi-sauvages, attelés, qui portent les bracelets des Bhuttas sur l'aire de course, et encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a la mercantilisation, etc. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis alors, l'autre, c'est le combat de coq. Les Koliyata. Où sont mes lunettes? J'ai presque fini, pardon. Oui, les Kolikata. Qui sont des rivalités de coqs, eux aussi élevés très soigneusement toute l'année, mais cette fois élevés et en dispute par les Tchaligeni, qui n'ont pas la noblesse des autres pour faire courir des buffles, mais qui ont quand même la volonté de rentrer en rivalité pour restaurer en leur sein une hiérarchie de reconnaissance. Celui dont le coq a gagné le combat de coq, lui aussi gagne une somme d'argent que lui donne le détenteur des droits supérieurs sur le sol. Alors là aussi, il y a des scènes assez extraordinaires qui ne ressemblent pas du tout au système des paris de Clifford Geertz sur le combat de coq à Bali, mais qui sont beaucoup plus ancrés sur des relations traditionnelles de prestige, où l'argent, même si aujourd'hui il prend une importance folle, c'est quand même malgré tout la dignité particulière du tenancier qui est importante. Alors je terminerai sur une anecdote qui va aussi vous intéresser, j'espère. C'est le complexe du temple de Mekikattu. C'est sans fin. Je veux dire, c'est un labyrinthe sans fin. C'est cette ethnographie qui se nourrit d'elle-même et qui s'approfondit d'elle-même. Ce temple, c'est un mystère. Il est dédié à un dieu, Shiva, et il est entouré de granges qui abritent des centaines de figurations en bois de Bhuttas. Des centaines. Toutes peintes, nickel, repeintes à neuf, impeccables. Et lors des cérémonies du temple de Mekikattu, c'est essentiellement le dieu principal que l'on va visiter, et accessoirement, les gens passent dans la galerie des granges où il y a les anciens Bhuttas, auxquels ils ne prêtent pas une attention tellement particulière, sauf pour un qui est un tigre, autour desquels il y a un rituel qui vient réinstaurer la dignité des femmes par rapport à celle des hommes avec une marche sur le feu, etc. Mais ce n'est pas là l'important.
Donc j'ai posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ces Bhuttas? Alors on m'explique, c'est à la fin de la royauté des Kelari, des Nayakas de Kelari, que quand les musulmans sont arrivés, on a voulu abriter nos divinités et on les a mises là. Je dis oui, mais enfin, celles-là, elles sont toutes modernes, elles sont récentes. Il me dit oui, parce qu'on a fait deux choses. Le musée des arts populaires de Delhi nous les a emmenés, les vieux. Il les a emmenés. Alors j'y suis allé au musée des arts populaires à Delhi, et effectivement, les statues sont là, extrêmement belles, enfin en partie, ils n'ont pas tout enlevé, en partie extrêmement belles, de facture beaucoup plus peaufinées, polies, finées par des artisans qui avaient des compétences bien plus distinctives que celles qui restaient toutes peintes là. Mais elles avaient été cirées et elles étaient en bois brut, en bois de rose. Magnifique bois, mais bon. Alors je dis, mais au départ, c'était peint. Oui, c'était peint, mais nous, au musée des arts populaires, voilà, très bien. Et puis alors, je continue mon périple et j'arrive dans la ville de Dharmasthala, qui abrite un immense complexe de temples. Tenu par un Hegde, de famille Hegde, depuis des générations. Et dans ce temple de Dharmasthala, le commissaire au culte et le patron du temple, c'est un Hegde, un Jain. La divinité est shivaïte, le dieu est shivaïte et la prêtrise est vishnuïte. Donc une espèce de coalescence reprise autour du brahmanisme, mais un brahmanisme localisé, territorialisé pour le pays Toulou. Déjà, c'est très intéressant, mais ce Dharma Adhikar, ce commissaire aux affaires du culte, ce Hegde, responsable du culte de Dharmasthala, c'est un Jain milliardaire. Il a des dispensaires, des orphelinats, des écoles, des fonds de caritatifs, il a des investissements dans des affaires de camions, etc. C'est un immense capitaliste. Et puis il me dit, je vais le voir, et puis il me reçoit comme me recevrait un roi. J'ai eu une audience. Il était sur un siège surélevé dans une grande pièce. Il y avait des tas de gens qui venaient lui soumettre leurs doléances, il rendait sa cour. Et moi, comme j'étais un occidental, il a voulu me donner une position de prestige. Donc j'ai été mis sur un grand fauteuil de velours à côté de lui. On m'a servi des noix de coco fraîches pendant qu'il faisait sa consultation. Puis j'ai pu discuter avec lui. Alors je lui ai expliqué ce que j'essayais de comprendre. Il m'a dit, mais il faut que vous alliez voir le musée que j'ai dans mon temple. Alors je suis allé, c'était un bâtiment à part. Alors il y avait tout et n'importe quoi, des vieux appareils Kodak, des machines à écrire, des éléments coloniaux totalement désuets, et puis des vases chinois, qui étaient la trace d'ailleurs des échanges avec la Chine et puis avec le commerce de l'océan Indien, donc des choses anciennes, au milieu d'un bric-à-brac. Et puis dans un coin, une trentaine de vieux Bhuttas en bois, tout poussiéreux, pas repeints, mais on voyait encore des traces de peinture, mais avec des fleurs et des offrandes devant. Alors je demande au responsable du musée, mais pourquoi il y a ça? Alors, il ne veut pas me répondre. Et puis je vois quelqu'un qui rend un hommage et qui apporte des fleurs et une offrande, donc je lui pose la question à la sortie. Et là, elle me dit que c'est un Bhutto qu'elle connaît et qu'elle continue de vénérer, comme le font énormément de gens. Ça voulait dire qu'à Delhi, les Bhuttas polis, cirés et dépeints sont visités comme par des folkloristes ou des touristes, que dans le temple de Mekikattu, les Bhuttas sont là, mais sont à peine l'objet d'une vénération, mais que ceux qui continuent d'être l'objet d'une vénération en sourdine sont ceux qui sont rangés dans le coin d'un musée sans que véritablement personne ne considère que, sauf les dévots, qui mériteraient une reconnaissance. Donc voilà un peu la complexité indienne, si vous voulez, d'une certaine manière, qui s'exprime encore une fois comme ça. Enfin, c'était assez intéressant de voir, parce que ça recompose finalement tout le paysage. Ces différents sites viennent chaque fois nourrir un élément qui est central dans le culte. Autre chose, il y a dans les temples de Dharmasthala des traces gravées
de dragons chinois qui manifestent qu'il y a eu une présence chinoise. Un certain nombre de stèles chinoises sont présentes aussi sur le territoire, qui n'ont pas été explorées, qui n'intéressent pas beaucoup l'Archaeological Survey of India. Et on a dragué encore il y a 2 ans dans le port de Mangalore une caisse qui était remplie de sequins chinois, dont se sont emparés les Indiens qui les ont pillés dès la réception sur le port, parce qu'on s'en sert pour pratiquer le feng shui. Aujourd'hui en Inde, c'est très populaire dans l'Inde contemporaine des classes moyennes urbaines. Donc vous voyez cette espèce d'imbroglio permanent et continuel auquel nous sommes confrontés quand on va là-bas. Alors évidemment, si j'avais eu le temps, j'aurais terminé par le fameux rituel qui transcende tous ces petits rituels locaux, mais qui est un rituel régional important, qui s'appelle le Naga Mandala, qui est un culte au serpent, qui est l'un des plus prestigieux, 8000 personnes, 2 nuits, où un couple de danseurs, se frottant l'un de ce pingara et l'autre vêtu avec des fleurs de capula, sont là à danser en transe, sans consultation, mais avec une orchestration, un spectacle extraordinaire, très spectaculaire cette fois-ci, mais qui est quand même totalement codé par des spécialistes et des pandits brahmanes. Donc c'est une brahmanisation. Si j'avais eu le temps de vous en parler, je vous aurais montré aussi que la présence des brahmanes est toujours présente malgré tout, ou en définitive aussi, dans ces cultes au Bhouta, parce qu'il y a des brahmanes qui assistent les responsables de la fête et qui, par moment, à certaines séquences, récitent des mantras sanscrits et montrent qu'ils sont quelque part là comme la caution de ces cultes populaires. Donc il n'y a pas de rupture entre le démotique, le populaire, le local et une plus grande tradition où le sanskrit et les valeurs brahmaniques ont pénétré. Ça n'est pas étanche complètement et c'est parfaitement agencé. Le Naga Mandala en est l'expression la plus évidente et la plus claire. Et dernier point, ce qui est aussi très intéressant, que le néo-hindouisme de M. Modi, avec les partis les plus réactionnaires du BJP et du RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, non pas l'URSS, bon, ces partis néo-hindous, revivalistes, fondamentalistes, essayent de pénétrer ces cultes et que les éléments locaux les rejettent. Il y a eu par exemple dans un site qui s'appelle Nandalike, où j'étais là pour assister à des rites de Bhouta, ça commençait par une foire, il y avait le concert de jazz avec la tribune et les discours, et a voulu s'installer un comptoir safran de Karsevak, de militants du BJP qui venaient plaider et convertir, faire du prosélytisme pour ce néo-hindouisme totalement dénaturé. Ils ont été jetés à la porte. Les gens se sont mobilisés, on a détruit leur stand, on a déchiré les rideaux safran et on leur a demandé de partir. Donc vous avez là quelque part quelque chose de très intéressant, à la fois ce clivage hiérarchisé entre une pratique locale qui est sui generis, mais qui reste encore dans l'englobement de valeurs brahmaniques. Je vais vous dire aussi pourquoi ça a été montré comme englobement dans les valeurs brahmaniques, mais qui en plus refuse l'actualisation religieuse d'un revivalisme qui est plus un revivalisme instrumentalisant la religion pour le politique. Et alors, pourquoi est-ce que cette brahmanisation est très importante ? Parce que le kepula rouge, le pingara blanc, c'est un symbolisme constant, et les personnages, les protagonistes que l'on retrouve le plus souvent au cours des danses et des bhoutas possédés sont des figures masculines et féminines qui représentent le purusha et le prakriti, c'est-à-dire l'élément masculin de la cosmogonie et l'élément féminin de la cosmogonie. Alors on peut creuser ça plus en avant, mais si vous voulez, sans faire de la sanskritisation et de l'orientalisme textualiste, il y a véritablement des entrecroisements et des montages extraordinairement subtils où les transformations n'induisent pas des révolutions ou des ruptures. Voilà. Alors je ne sais pas si cette ethnographie, quand même assez descriptive, a pu nourrir un peu les espoirs ou les attentes de Philippe, probablement pas directement. Je vous remercie.
Merci Jean-Claude de nous avoir décrit une situation locale avec non seulement dans un exposé qui est très riche, mais en plus présenté avec l'enthousiasme et la passion dont je sais qu'elle t'anime depuis très longtemps pour tes objets de recherche. Je voudrais, c'est une situation compliquée, bien sûr, on en est tous conscients, je voudrais la rendre un peu plus complexe encore en proposant un exercice comparatiste. Dans ce qu'on peut appeler des royautés, c'est un terme très général, dans différentes régions du monde, je pense évidemment au premier chef à l'Afrique, mais aussi à la situation, disons, précolombienne en Amérique centrale et en Amérique du Sud, on trouve assez souvent une dissociation entre des segments locaux. J'emploie le terme de segment parce que ça recouvre à la fois ça peut être des clans, des sections, enfin des groupes de filiation, etc. Et puis une personnalité hors du commun qui peut être soit très simple, ça peut être un faiseur de pluie ou ça peut être un roi sacré, qui ont chacun des sphères de responsabilité bien différenciées. Dans des cas communs, je pense, je citais la remarque de John Beattie hier à propos du royaume Nyoro en Ouganda, qui disait le roi gouverne les gens, les clans gouvernent la terre. Donc il y a bien une dissociation entre, d'un côté, des groupes locaux de diverses natures qui ont un droit d'usufruit. Tu l'as bien montré, ce n'est pas un droit de possession, c'est même pas un droit de propriété, et c'est un droit d'usufruit sur la terre, en partie du fait aussi qu'ils ont des rapports privilégiés avec des entités spirituelles, des esprits, des divinités locales, qui leur donnent cette légitimité, cette possibilité, en tout cas, d'entretenir des liens étroits avec un terroir local. Et puis de l'autre côté, on a cette personnalité qui est, disons, on peut parler de roi sacré, qui représente non pas la terre avec un T minuscule, mais la terre avec un T majuscule, le cosmos, et qui est la condition de la fertilité, etc. Alors ici, on a l'impression que les deux sont liés d'une certaine façon. Et c'est ce que je voudrais te demander pour commencer. Tu nous as dit au début que c'était des principautés, mais qu'il y avait une figure royale aussi, si j'ai bien compris. Et j'aurais voulu savoir si, au fond, la situation que tu décris, elle est le produit d'un ajustement qui est lié à la disparition d'une figure royale qui aurait pu jouer, bien évidemment pas entièrement l'ensemble des rôles qui sont dévolus au roi sacré, mais qui aurait pu mettre, en tout cas, remplir une case à l'intérieur de cette dissociation entre des groupes locaux, la terre d'un côté, de l'autre côté, la fécondité assurée par un personnage hors du commun, en étant bien, en insistant par ailleurs sur le fait que moi je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une affaire immanente, que la plupart du temps ces formes d'articulation religieuse dans ce que j'appelle les collectifs analogistes sont tout à fait immanentes, et qu'au fond, s'il y a de la transcendance, elle vient du dispositif lui-même, c'est-à-dire de la structure générale qui articule les différents segments dont tu as bien montré la composition, et pas du tout du secteur religieux en tant que tel. C'est une première question. Oui, tu me laisses répondre d'abord parce que sinon je vais oublier. Je t'en prie. Oui, alors j'ai toujours eu une allergie profonde pour le dualisme. Oui. Le travail de Michel Izard sur sa royauté, le travail quelquefois d'Adler, le travail de Beattie qui oppose comme ça gens de la terre, gens du pouvoir, etc. Ça me gêne beaucoup parce que précisément comme tu l'as dit, dans le matériel que je travaille en Inde, ça n'existe pas. De la même manière, cette histoire de la divinité des rois ou de la sacralisation des rois est une chose qui
là aussi, a fait un énorme débat depuis des années avec moi contre les indianistes. Il n'y a pas de royauté sacrée en Inde. Le roi est représentant d'un pouvoir et du monde d'ici-bas qui est essentiellement politique, et il a des responsabilités rituelles, des fonctions rituelles, mais en aucun cas il n'est identifié à une forme de divinité ou à une incarnation de la divinité. Il peut être le bras, l'arme du Dieu, c'est des expressions dans les langues du Nord et du Sud, mais il n'est jamais une royauté sacrée. Et c'est ce qui est important, c'est que c'est la leçon de Hockart, si tu veux, qui quelque part nous dit que les premiers rois devaient être des rois morts, parce qu'il y a une mythologisation de la royauté, mais en aucun cas elle n'est divinisée, cette royauté. Bon, alors, les ajustements, oui, il y avait l'empire de Vijayanagar. Bon, on va commencer comme ça. Il y avait l'empire de Vijayanagar. Comme tu le sais, l'Inde a toujours été d'une immense instabilité politique. Par nature, c'est une société qui ne saisit pas la stabilité politique. Elle est volatile. Bon. Et on pourrait même dire d'une phrase qui va surprendre parce qu'elle est opaque, mais qu'elle est vraiment bien, la caste suppose et entretient la division politique. Le pouvoir n'est pas au principe de la cohérence sociale, mais il participe d'elle. Donc ça, c'est la royauté. Voilà. Ça n'est jamais le roi qui destitue ou qui institue un statut de caste. Il doit faire appel à un prêtre pour ça. Les sujets du royaume ne sont pas les membres d'une société de caste. Les frontières sont... C'est-à-dire qu'un royaume, d'année en année, ça bouge, en expansion ou en rétraction. Les frontières ne sont jamais délimitées. Il y a une multiplicité des centres et une absence de périphérie. Et chaque année, il y a une mobilité des allégeances, etc. Donc, quand un roi s'en va, ce n'est pas un drame, parce que l'un de ces centres va prendre le pied sur l'autre centre et va recomposer une périphérie qui va durer le temps d'un règne, d'une rivalité de palais, d'un problème de succession, etc. Donc, Vijayanagar, c'était un empire qui a tenu le coup, en particulier parce qu'il y avait la pression moghole et musulmane au nord, qui les a fait s'allier, si tu veux, comme l'Inde a été extrêmement unie au moment de s'allier contre les Anglais. À partir du moment où l'ennemi commun a disparu, les conflits politiques ont commencé à se développer au parti du Congrès, dans les partis d'opposition, etc. Donc, voilà. Donc, Vijayanagar, ça a tenu un moment, puis ça s'effondre. Quand ça s'effondre, le sultanat de Bijapur commence à fragmenter tout ça, à Hyderabad, le Nizam, etc. Et des anciennes principautés et des petits États princiers hindous, les dynasties Nayaka, les Diadoques dans l'empire d'Alexandre, si tu veux, Alexandre s'en va, l'empire s'effondre, les Diadoques prennent ici et là des morceaux. Bon, c'était les Nayaka. Pour le Tulunad, c'est les Nayaka d'une capitale qui s'appelle Kelari. Ça n'a pas tenu très longtemps, ça s'est de nouveau fragmenté. Là-dessus, Tipu Sultan est arrivé, puis les Anglais, etc. Mais ça n'a pas rompu la logique de la cohérence profonde, c'est-à-dire que les anciens responsables qui n'avaient plus de maître se sont érigés en maîtres et ont à leur tour recomposé une fonction royale comme s'ils en étaient détenteurs, à une échelle fractale plus réduite, tu vois. Mais l'image même de la légitimité a changé de visage, a changé d'échelle, mais la symbolique est restée exactement la même. Donc aujourd'hui, les Egde et les Bant, qui tiennent encore des domaines, même appauvris, même démantelés par leur règlement de succession et la partition de leur royaume, ils ont la perception d'être encore des royautés et de détenir ce que j'appelle la fonction royale, ce que j'avais écrit avec Nicole Leroux un jour, la fonction royale survit à la disparition des royaumes. Et quand tu vois ces Egde, etc., ils ont une dignité extraordinaire, ils sont habillés d'un pagne blanc, ils sont torse nu avec le cordon, et quand ils te saluent comme ça, et il y a quelque chose d'incroyablement noble, tu vois, dans cette reconnaissance de leur dignité. Donc voilà, il n'y a pas de rupture. Alors, au Garhwal, dans le nord, la royauté disparaît, c'est comme c'est la poutre maîtresse d'une toiture qui disparaît, mais toutes les poutres secondaires récupèrent le truc et le toit continue de tenir. Il manque la poutre maîtresse qui est partie vers les temples. On a remplacé l'absence du roi lui-même par le dieu tutélaire. Mais il y a aussi quelque chose dans la transformation qui est la continuité. Alors,
Oui, j'ai une autre question qui est très liée à celle-là et qui est plutôt d'ordre ethnographique. Tu nous as dit que les Bhoutas étaient échelonnés dans la ligne de pente. Mais je n'ai pas très bien compris si ils se déplacent ou s'ils sont liés à des localités précises. Et si chaque localité, donc si chaque incarnation de la fonction royale, si oui, je peux oui, dire, oui. par les Arassous, par les Bantes, a des liens privilégiés avec des Bhoutas qui sont propres, ou bien si les Bhoutas se déplacent, peuvent changer de site, puisque au fond, il y a à la fois des temples permanents et en même temps des lieux où on les invite à venir, les Bhoutas, où on les fête, on les rend présents, etc., etc. Il y a des temples permanents dont certains sont en déshérence parce que les maisons qui leur sont associées sont appauvries. Mais il y a des sites qui regroupent les Bhoutas de ces temples en déshérence qui, eux, sont permanents et qui sont tenus par un groupe de Bantes, un groupe d'Arassous. Ils sont à plusieurs, c'est un pool pour faire face. Mais alors, je me suis mal expliqué, bien sûr, évidemment, je vais beaucoup trop vite dans tout ça. Mais par exemple, si tu as la plaine... Voilà. Ici, c'est les Ghates, on est à 1000 mètres. Ici, on est au niveau de la mer à 0. Alors, il y a des rivières qui descendent, etc. Au fil du calendrier de la saison sèche, les cérémonies au Bhouta, historiquement, chronologiquement, commencent ici vers le haut. Mais c'est des Bhoutas très particuliers. Et puis, au fil des jours, les cultes continuent, mais ils descendent comme s'ils suivaient la pente. Tu vois ? Ils ne vont jamais à contre-pente. Donc, dans la chronologie des cultes, de décembre à mars, ça fait comme ça, dans la géographie. Les Bhoutas se déplacent en même non, temps. ce n'est pas les mêmes. Ah non, ce n'est pas les mêmes. Non. Alors, quelquefois, c'est les mêmes, ou une partie des mêmes. Mais en général, ce n'est pas les mêmes qui sont vénérés en amont et ceux qui sont vénérés en aval. Mais quelquefois, celui qui est vénéré ici, il va se retrouver ici aussi à un autre moment. Il y a une espèce d'ubiquité, etc. Mais ce qui est très intéressant dans le grand rapport très analytique et incroyablement peu compréhensif que donne cet Indien de l'Anthropological Survey, c'est qu'il m'a fait un inventaire complet de tout ça, tu vois. Et ça a pris des informateurs, il a fait un truc statistique, et on voit très bien, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça suit le ruissellement des eaux. Et ça vient s'exprimer à un moment où la pluie cesse, où les rivières se drainent progressivement et s'assèchent, et le moment où il y a le pré-repiquage du riz et le moment où les noix d'arec sont à la fois en fleurs et en fruits, tu vois. Donc tout ça recompose ce que j'appelle un écosystème qui a une esthétique, parce que quelque part il y a une immense poétique au sens grec, une immense poétique dans tout ça. Il y a l'esthétique des costumes, la ritualité, les séquences, le découpage territorial et géographique. Il y a une immense poétique qui est évidente, mais dont les gens, bien sûr, c'est pas à toi que je dirais ça, les gens n'ont pas la réflexivité de ça. Et donc, la fonction royale, ce que tu appelles la fonction royale qui est distribuée chez les Arassous, elle est encore manifeste, évidemment, comme une sorte de substitut, on pourrait dire, d'un roi sacré qui, dans sa personne, et dans la santé de son corps, ce qui permet la fertilité du royaume, parce qu'ici, elle est démultipliée à la fois dans les étages écologiques et le long et dans différents groupes locaux, en ce qu'elle suit le début de la saison des pluies. Donc c'est une adaptation c'est une formule qui est très très intéressante. Alors il y a deux formules dans ce que tu dis. Il y a celle qui suit la saison des pluies et les saisons sèches. Quand tu me dis qu'elle se démultiplie, elle est une incarnation globale. Quel que soit le niveau où tu la trouves, cette fonction royale, elle détient sur les territoires qu'elle contrôle, ou sur lesquels elle a des droits supérieurs, une pleine légitimité royale. C'est simplement qu'elle n'a plus au-dessus d'elle quelqu'un qui vient lui demander protection et soumission. Tu vois ? Oui, ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette affaire, au fond, on a une fonction qui se dispense d'un individu. On a une fonction qui se dispense d'un individu ou qui peut s'incarner à différents niveaux sans qu'elle soit diminuée, même à un niveau le plus discret d'un tout petit territoire.
avec une toute petite domaine avec ses 3 tenures, la fonction royale est de plein droit. Tu vois? Donc, c'est une totalité. C'est une totalité qui est évidemment objectivement à une échelle différente, mais qui, dans les responsabilités et dans la fonction, est absolument entière. J'ai encore enfin j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas mobiliser la parole. Une dernière question, tu as évoqué les représentants de l'hindouisme politique contemporain. Au fond, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que et à la fois à l'échelle de l'Inde et en particulier dans cette principauté, dans cette ex-principauté, est-ce qu'ils cherchent au fond à reconstituer, à se substituer à cette distribution de la fonction royale, en instaurant un système politique en quelque sorte qui viendrait prendre corps et former l'autorité? Ils font exactement ce que Olivier Roy a décrit pour parler de l'islam politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une version universaliste de l'hindouisme qui voudrait niveler toutes les spécificités régionales et trouver un discours normé, valable aussi bien au Bengale qu'au Cachemire, qu'au Pendjab, qu'au Kerala, qu'au Tulunad. Et c'est un hindouisme pasteurisé, oui, un hindouisme pasteurisé qui fonctionne sur un marché du Dieu, God Market. Ça a été dénoncé par Romila Thapar de manière extrêmement brillante pour montrer à quel point c'est une dénaturation profonde de l'esprit de l'hindouisme, mais qui est contaminée par des valeurs universalistes qui sont empruntées à l'Occident. Donc c'est une réappropriation des valeurs occidentales qui traduit, qui sollicite et qui trahit l'esprit hindouiste. Et c'est un hindouisme qui s'appuie essentiellement sur une spiritualité, c'est-à-dire c'est le modèle des renonçants, du yoga, tu vois, quelque chose qui est détaché des affaires du monde, qui sont les affaires des castes dans le système classique que ça implique. Mais je voudrais te répondre à une question que tu as implicitement posée, auquel je n'ai pas répondu. C'est le problème, cette phrase est importante aussi, c'est les sujets d'un royaume, c'est-à-dire les clientèles et les sujets d'un arasu, dans ce système domanial, les sujets du royaume ne sont pas exactement les membres d'une société régionale de caste. Ça veut dire qu'on est membre d'une configuration régionale d'un système de caste qui a sa spécificité régionale et qui est coupé à travers par des principautés, par des unités politiques. Donc, dans certains royaumes, tu peux avoir 2 configurations régionales de 2 systèmes de caste différents qui sont toutes les 2 sujets du roi, mais qui appartiennent à des allégeances de caste différentes. À l'inverse, tu peux avoir plusieurs petits royaumes qui vont chacun avoir leurs sujets, qui sont tous partis d'un membre de caste. Mais quand il y a des sanctions de l'ordre de la sociologie des statuts, le roi n'a pas le dernier mot, et ne l'a toujours pas là. Il doit faire appel à des formes d'autorité religieuse. Donc c'est extrêmement important de voir, parce qu'il y a eu une confusion complète, tu comprends ? Quand on parle même de segments, on voit immédiatement la segmentarité de Nuer. Burton-Stein a travaillé sur la hiérarchie autour des temples avec une logique segmentaire, African Models in Indian Society. Ça ne marche pas, tu comprends ? Bon, mais là c'est pareil. Cette opposition entre les membres d'une société régionale qui est spécifique et puis l'appartenance à un royaume dont tu es sujet, qui n'ont pas de coalescence, ça c'est quand même important. Et ça rejoint la phrase que je te disais, la caste suppose et entretient la division politique, le pouvoir n'est pas au principe de la cohérence sociale, mais il participe d'elle. Et c'est quelque chose qui est essentiellement nécessaire à comprendre quand tu veux regarder aujourd'hui les grands groupes capitalistes, les systèmes des firmes lignagères marchandes, les formes de sous-traitance, parce que tu t'aperçois à chaque fois que le pouvoir n'a pas le dernier mot, que c'est des logiques qui font appel aux logiques sociales de la caste qui finissent par le dire. Dernière complexité, la caste aujourd'hui ne fait plus le système qu'elle faisait encore il y a 60 ans. Hein ? Là, ce que j'ai décrit, c'est un monde rural qui est très écarté du monde urbain. Mais les castes qui existent dans le monde urbain,
c'est devenu véritablement des classes sociales, des groupes d'intérêt, des communautés qui se protègent elles-mêmes leurs propres intérêts, alors que là, c'est au contraire des choses qui sont totalement interdépendantes et mutuellement responsables les unes des autres. Tu vois. Donc, on n'a pas retiré le terme de la caste, on en a totalement changé l'esprit dans l'Inde des classes moyennes urbaines, etc. Il n'en demeure pas moins que les chefs d'entreprise, quelque part, se sont intériorisés la fonction royale, à leur manière. Ouais. Et dernière question. Est-ce qu'on peut considérer précisément que l'hindouisme politique de Modi est une idéologie un peu comme le néoconfucianisme en Chine qui permet au fond de totaliser un système qui, du fait des mécanismes que tu as très bien décrits, est à la fois fluide et en même temps bien structuré par la logique des castes et qui, à chaque échelle locale, jouit au fond d'une très grande autonomie. C'est une question impossible à répondre. Je veux dire, mets-toi à la place d'un monsieur Modi, par exemple. Tu te retrouves à gouverner un territoire d'1,3 milliard d'âmes, découpé avec 180 millions de musulmans et des minorités religieuses, des régions, des langues, des trucs. Quel commun dénominateur peux-tu espérer construire et appliquer pour assurer une sorte d'harmonie ou de fonctionnement sans trop de heurts d'une pareille société, d'une pareille république fédérale? C'est quand même la quadrature du cercle. Alors, avec ses idéologues, il a trouvé le moyen, il voyait que la logique des multipartis, le Congrès, le Parti communiste, les partis d'extrême droite, ça ne marchait pas. Et il a essayé de puiser dans un fond culturel les éléments moteurs pour reconstituer un tissu social. Alors, il l'a appauvri, il l'a modernisé, il s'est inspiré de cet universalisme de la modernité, mais il en a pris les ingrédients dans une certaine forme d'hindouisme sectaire très spiritualisé et très peu sociologisé. Autrement dit, il a cherché à voir que chaque citoyen hindou pouvait partager en tant qu'hindou, pas en tant que membre d'une caste, mais en tant qu'hindou, dans ses valeurs religieuses détachées de la société, comment est-ce qu'un citoyen pouvait participer aussi bien s'il était tamoul que bengali que Pendjabi, à la satisfaction d'un électorat et du fonctionnement d'une démocratie. Donc il a sollicité ce commun dénominateur et il l'a trouvé dans une certaine forme de spiritualité hindoue. Mais c'est celle du New Age quelque part, tu vois. Mais ça a eu des incidences incroyables, c'est que le nombre de temples, d'associations religieuses se sont multipliés, énormément de détournements et de corruption de fonds se sont donnés, on a versé à des temples parce que les temples ne sont pas imposables. Donc ça a créé des tumeurs et des détournements, et puis ça ne marche pas parce que ça soulève une intolérance profonde. Il y a quand même 14% de musulmans en Inde, et puis il y a des sikhs, puis il y a les chrétiens, puis il y a les minorités culturelles tribales. Donc tout cela se sont exclus ou se sentent exclus ou se sont vus exclus par cette logique de l'hindouisme normalisé, si tu veux, pasteurisé et politisé, parce que c'est une forme d'hindouisme qui ne cherche pas véritablement à relever la spiritualité moyenne des citoyens. C'est une manipulation pour gagner des élections. C'est l'arme de fer d'un parti politique, cet hindouisme-là, avant tout. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, de toute façon, on aura l'occasion de poursuivre cette discussion, mais je voudrais encore une fois monopoliser la parole. Je suis sûr qu'il y a des questions à Jean-Claude Gallet.